Bonjour, merci infiniment Anne Bonlarron et merci à tout le monde pour cet accueil à l'Université Jules Verne. C'est un plaisir d'être ici en présentiel avec vous. Donc pour cette conférence, en fait, introduction en plein air, donc je surveille le minuteur pour essayer peut-être de rattraper le temps, mais en tout cas de ne pas le dépasser, ça c'est clair, et garder un temps pour les questions. Une question se pose évidemment, c'est le lien entre transition écologique et transition intérieure. Ça a été déjà abordé ce matin, est-ce que c'est dans ce sens ou dans l'autre? Alors tout d'abord, si vous me l'autorisez, en guise d'introduction, j'aimerais juste reprendre un peu les termes sans faire du jargon, mais on parle d'ODD, on a vu cet après-midi, il y aura aussi pas mal d'ateliers, et puis dès la matinée, de transition, donc juste de quoi est-ce qu'on parle pour qu'on soit certains qu'on parle aussi de la même chose pour pouvoir mettre en œuvre des outils, pas pour vous déprimer bien sûr, mais pour mettre en œuvre une base commune. Donc les ODD, effectivement, les objectifs du développement durable, sont au nombre de 17 et puis ils ont été définis par les États membres des Nations Unies. On les retrouve dans l'agenda 2030 qui a été adopté en 2015. Donc ça s'appelle développement durable, mais ça a été adopté seulement en 2015, avec des négociations, pas simplement intergouvernementales, mais qui incluaient aussi des ONG. Ça, c'est aussi important de le relever sur un partenariat multiniveau. Et parmi les différents objectifs, on retrouve les fameux 5 P, qui sont la pauvreté, bien sûr, le peuple, prospérité, paix, planète, partenariat, donc ça c'est les 5 P, et qui font écho aux 3 piliers du développement durable dans ces volets social, écologie, environnemental. Voilà. Alors, si on veut vraiment rentrer dans les ODD, alors j'ai besoin de mon ordinateur, je ne les connais pas par cœur, sur les 17. Il y a 17 ODD, il y a 169 cibles à l'intérieur de chaque ODD. Donc, pour vraiment les lister, vous verrez que c'est quand même très large aussi. On trouve objectif 1, c'est la lutte contre la pauvreté. Le 2, ça va être contre la faim. 3, l'accès à la santé. Je continue comme ça, on va les décliner. Accès à une éducation de qualité, égalité entre les sexes, qui a été proposé ce matin, voilà, sur le terme d'égalité. 6, on est dans l'accès à l'eau. 7, aux énergies renouvelables. 8, des emplois décents. 9, dans une infrastructure résiliente. 10, la réduction, cette fois-ci, des inégalités. 11, on s'engage pour des villes et des communautés durables. 12, une consommation et production responsable. 13, on est dans la lutte contre le changement climatique. 14, la vie aquatique. 15, la vie terrestre. 16, la justice et la paix. Et puis 13, les partenariats qui ont également été évoqués pour réaliser ces objectifs. Alors évidemment, c'est difficile de ne pas être d'accord avec les 17 ODD. Qui peut être contre la lutte contre la faim dans le monde, la pauvreté, la vie aquatique, sachant que chacun de ces 17 objectifs est lui-même défini dans des cibles. Là, on les lance comme ça, mais on retrouve évidemment la question des indicateurs. Comment est-ce qu'on mesure l'accès à l'eau? Comment est-ce qu'on mesure l'accès aux inégalités? Donc, on va retrouver également des indicateurs mondiaux, bien sûr, mais nationaux, parce que tous les pays sont concernés. Mais les inégalités en France, ce ne sera pas la même chose que certains pays d'Afrique ou ailleurs. Donc du coup, ça va dépendre, toujours, l'accès à la fois à la réalisation aux objectifs vont dépendre d'un pays à l'autre, avec également des classements permettant un suivi des années à l'autre, et de voir notamment qu'en 2019, pour la France, ce n'était pas terrible pour les objectifs 12 et 13, justement. Changement climatique, c'était pas, on pouvait mieux faire, et notamment ce qui nous concerne aussi aujourd'hui dans cette journée, dans la mise en œuvre de consommation et de production responsable. C'était pas ce qu'il y avait de plus qualifié, en tout cas pour les résultats de la France. Voilà, donc aujourd'hui, les priorités seraient plutôt données sur les inégalités, la lutte contre la pauvreté, sachant que tous ces objectifs se combinent. Donc même s'il y a des ateliers plus spécifiquement dédiés à tel ou tel axe, les objectifs se voient dans une vision un peu plus globale, holistique, qui m'intéresse, puisque c'est là où on va arriver à différents niveaux en fait, de transition. Donc ces objectifs, leur complémentarité est nécessaire au mot transition. Donc ODD, développement durable, transition. Pourquoi le mot transition? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de transition? Alors transition,
on revient aux humanités. On va parler d'humanité environnementale. Je suis ravie d'apprendre qu'il y a un master à Nantes qui va s'ouvrir, puisqu'il y en a un aussi à Lausanne, en Suisse. Voilà, donc il peut y avoir aussi des passerelles. Donc humanité. Transition, c'est transité. Donc c'est vraiment l'idée de marquer le passage d'un état à un autre. On passe d'un état à un autre. Et ce passage, il peut être, on l'espère, gradué ou plus brutal. Voilà, c'est ça que ça signifie. Et également, ce passage, il peut aussi différer, relever d'un état de différente nature. On peut parler de transition énergétique, bien sûr, il peut s'appliquer à l'énergie, ce qu'on connaît le plus souvent, à la technologie, à l'écologie, à la politique, ou bien, quand on parle de transition, à sa propre intériorité. Et ça, c'est quand même très différent. Mais évidemment, là encore une fois, selon le champ d'action, selon sa temporalité, les résultats escomptés ne seront pas les mêmes, ni les processus de mise en œuvre concrète. Et pire que ça, en écologie intégrale, certaines considèrent que le mot transition est déjà obsolète, qu'il est insuffisant, que compte tenu des enjeux, certains estiment que le mot transition pourrait s'associer aussi aux échecs du développement durable, qui ne sont pas les ODD, mais qui remontent dans les années 90, dans lequel on pensait qu'il était toujours possible de maintenir un niveau de croissance très élevé avec un découplage possible des flux de matière et de la croissance. C'est-à-dire qu'on pensait pouvoir maintenir un niveau de croissance élevé sans porter atteinte en fait, à la restriction des richesses naturelles, des ressources naturelles, continuer à produire toujours plus, voire moins, mais sans impacter sur le stock des ressources, sans détruire les écosystèmes, sans bouleverser le système Terre. Juste en misant, ça avait été aussi rappelé ce matin, sur les technologies. Et aujourd'hui, donc j'insiste, on sait que ce n'est pas possible. On n'arrive pas en faisant que ça, en misant juste sur les technologies, on n'arrive pas à réduire les inégalités. Et c'est un échec dans la protection de la biosphère. En 2020-2021, même si on recycle, il y a beaucoup d'économies fonctionnelles, de la circularité, etc., jamais les ressources, quand on les mesure, n'ont été autant impactées. Alors, je vous donne un exemple, c'est en termes de minéraux. Il n'y a pas simplement les métaux, on parle souvent des métaux, notamment avec une surexploitation du cuivre qui est utile pour isoler les conducteurs. Le sable. Moi, je ne pensais pas petite, étant originaire du sud de la France, que le sable deviendrait une denrée rare. Aujourd'hui, le sable est en train de devenir une denrée rare. Pourquoi ? Parce qu'on en met de partout, de plus en plus. Les constructions d'ordinateurs, en passant par le textile, dans nos jeans, pour un effet un peu délavé, dans les litières pour chats, dans les sens giratoires, là, dans le bâtiment, évidemment aussi, mais dans les verres, dans les panneaux solaires, dans les eaux, dans les installations sportives, dans les systèmes de freinage. Autre exemple, donc le sable devient, il y a maintenant des trafics de sable autour de l'Afrique aussi pour l'utiliser. Donc ça paraît quand même assez fou. Et pareil également pour les ordinateurs. Un ordinateur qui était construit dans les années 60 se construisait avec beaucoup moins de matériaux que maintenant, à l'heure actuelle. Donc même si c'est plus performant, plus léger, il y a aussi plus de matériaux. Donc j'insiste, toujours cet objectif 12, mais il y en a d'autres, de consommation de production, c'est qu'est-ce que ça signifie et comment, il y a des exemples concrets, on pourrait réfléchir aussi sur des processus, bien sûr, de qualité, mais aussi de sens dans les finalités. Et puis parallèlement, en même temps que ces ressources qui sont de plus en plus impactées, le fossé des inégalités mondiales n'a jamais été aussi élevé. Et aujourd'hui, je le redis, mais c'est des chiffres importants, c'est 10% des plus riches de notre planète consomment la moitié des ressources. Donc les plus riches dont on fait partie, et la Suisse, évidemment. Donc franco-suisse. Pas terrible non plus sur le côté import. Donc c'est dire on délocalise, donc on peut être bien sur notre territoire, mais il faut voir qu'est-ce qui est produit aussi derrière. Donc la question se pose aussi de la répartition des recherches quand on parle d'inégalité. Donc 10% qui consomment la moitié des ressources et en même temps une proportion inverse. C'est-à-dire que les plus précaires et les pays les plus précaires dont l'impact écologique est le plus bas, non seulement par rapport à leur nombre, mais aussi compte tenu de leur mode de vie, en fait, c'est ceux qui
sont les plus atteints par le réchauffement climatique et par l'impact qu'on fait peser sur les ressources naturelles. Donc en gros, les pandémies, bon, ok, mais catastrophes naturelles, sécheresse, menaces de famine, c'est encore pire pour les pays du Sud notamment. Et c'est aujourd'hui de famine aussi, quand on parle de pandémie, aujourd'hui effectivement la faim tue plus de personnes encore que le Covid, donc c'est aussi la faim qui les tue. Donc cet objectif est important à prendre en compte. Donc, sans vous déprimer, pardon, je vous promets que je dis des trucs positifs après, mais moi, j'arrive plus à donner ces enseignements, c'est éco-anxiogénant, j'entends le terme, c'est très déprimant. Mais du coup, dans ce contexte, voilà, quel mot donner à la transition ? Qu'est-ce que ça signifie de parler de transition ? Est-ce qu'il est trop ambitieux ? Au contraire, il est obsolète, un peu suranné ? Sans rentrer dans des guerres de chapelle, mais il fallait quand même que je vous expose en gros sur comment on se positionne et qu'est-ce qui peut poser aussi des points de tension. Donc sans rentrer là-dedans, je dirais qu'en fait, tout dépend du contexte dans lequel on va employer ce mot de transition. En fait. À quel état de changement est-ce qu'on se réfère ? Avec quelle force ? Quelle intensité temporelle ? Court terme, moyen terme, long terme ? 2030, avant, 35 ? Comment est-ce qu'on se positionne tout de suite, localement ? Moyen terme, plus large. Et du coup, pour apprécier en fait les degrés, les champs d'action de cette mise en œuvre de la transition, c'est important de comprendre les enjeux actuels de la planète en fait, et de comprendre que nos actions humaines ont contribué à les impacter. Et comprenant cela, puisque ce sont nos actions humaines en tant qu'êtres humains, on peut comprendre pourquoi une transition intérieure, écologie intérieure, enfin peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, est tout aussi importante, sans dogmatisme, sans leçon de morale. Il ne s'agit pas de religion ou de fascisme vert, mais à quel point c'est important, il n'y a même pas de mais, ce n'est pas ça. Comprendre à quel point nos actions humaines et cette transition intérieure, elle est finalement au fond, peut-être, tout aussi importante qu'une transition énergétique. Si vous ne m'avez pas perdu, je ne vous ai pas perdu, vous me suivez, j'aimerais donc à la fin de cette grosse introduction, qui pose un petit peu les choses aussi, vous proposer 3 étapes. La première, c'est rapidement de revenir sur le système Terre. Parce qu'on parle d'approche globale avec les ODD systémiques, de combiner les éléments, donc de les resituer, tous ces ODD, à l'échelle de la Terre. C'est quoi l'état des lieux ? C'est quoi le système Terre ? De quoi est-ce qu'on parle ? Pour voir l'importance de les mettre en œuvre. Et puis deuxième petite partie, c'est de comprendre le mot transition multiniveau. De même que les objectifs se croisent, c'est pour comprendre que la transition, elle joue aussi à différents niveaux. Et en vous donnant, on a parlé du revenu de transition écologique, peut-être un exemple concret d'une mise en œuvre d'un outil sur un territoire, juste rapidement, mais que ça vous donne du concret, que ce ne soit pas que trop théorique non plus. Et enfin, déboucher sur qu'est-ce que pourrait être une forme de transition intérieure, soit comme piste à creuser. Vous aurez plein d'ateliers mindfulness aussi, des manières de reconsidérer notre reliance, peut-être aussi au vivant, ou peut-être simplement comme un départ, en fait. Voilà. On garde les questions pour la fin. Donc, le premier temps donc, sur le système Terre. Je vous redéprime 5 minutes, pas plus. Mais c'est vrai que le monde tel que les scientifiques le prédisent, on a entendu parler du GIEC effectivement tout à l'heure, n'est pas forcément réjouissant. Je ne vais pas parler des 5, mais aujourd'hui, c'est vrai que selon les rapports les plus rigoureux, ce sont 4 des 9 limites planétaires qui sont dépassées. Le changement climatique, oui, c'est l'objectif, le fameux objectif 12, c'est la plus connue, la première limite qui a été reconnue. Alors, je reviens sur le mot limite, en rebondissant sur le mot limite de tout à l'heure, qui venait aussi qui a été dit aussi sur le côté limite humilité. Les scientifiques du GIEC ont dit que s'ils avaient pensé que leurs limites planétaires seraient analysées d'un point de vue politique, ils auraient changé le terme. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, le mot limite, ça fait limite de vitesse quand on conduit en fait. Et donc c'est de dire, oh ben ça va, il y a 9 limites, il y en a 4, il y en a encore 5. Et donc le mot limite peut aussi induire que c'est une limite, mais que ce n'est pas, il a été dit aussi ce matin, un point de non-retour. Que la limite permet encore d'être franchie. Et en fait, quand je vous dis vraiment rapidement, non, là la limite qui est atteinte, c'est pas terrible. Le changement climatique,
pour qu'on reste, on ne parle même plus de 1,5 degré, mais pour qu'on reste d'ici 2100 à 2 degrés, puisque les 1,5 degrés sont atteints d'ici 2030, c'est Météo Londres qui le disent, enfin, tout le monde est d'accord, quasiment. Donc pour rester sous les 2 degrés, en tout cas pas dépasser les 2 degrés, il faudrait qu'en termes de concentration de CO2, on ne devrait pas dépasser une zone d'incertitude comprise, alors ça ne va pas forcément vous parler, mais entre 350 et 400 ppm, c'est parti par million. Juste, peu importe ce que ça signifie, disons qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 400 ppm. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la limite qu'il ne faudrait pas dépasser en termes de concentration de CO2 atmosphérique. Voilà. Et même, on pourrait être à 450 si la croissance actuelle, enfin les émissions actuelles de CO2 se poursuivent. Donc, et puis, je rappelle juste aussi que les émissions qu'on a aujourd'hui sont celles qui ont été produites il y a 40 ans. Donc, il y a toujours un décalage entre ce qu'on produit aujourd'hui se verra dans 40 ans. Donc, les prévisions, les anticipations se font aussi sur la production actuelle. D'où l'importance que chaque jour est important dans la temporalité. Chaque action qui est entreprise est aussi importante parce qu'elle permet de réduire ce qui arrivera plus tard. Deuxième limite, c'est tout ce qui concerne la biodiversité. Souvent, on entend, oui, mais on parle de réchauffement climatique, ok, mais il y a pire que ça, il y a le vivant. C'est vrai, les deux marchent ensemble, comme les ODD, ça marche aussi ensemble. Parler que de réchauffement climatique sans prendre en compte l'érosion de la biodiversité, ça n'a pas de sens. On a besoin, on est des animaux, on le veuille ou non aussi, dans la pyramide alimentaire, on a besoin des autres, des insectes, des animaux, des plantes. S'il n'y en a plus, on n'est pas très bien non plus. Donc, pour vous donner une idée, quand on entend aussi dire oui, c'est normal, il y a un taux les espèces s'effondrent à un moment donné, il y a un taux d'extinction des espèces. Oui, mais ce sont 10 espèces par an sur 1 million. Aujourd'hui, on est 100 à 1000 fois supérieur. 100 à 1000 fois supérieur. Donc, juste donner un chiffre comme ça. Donc, c'est normal qu'il y ait un réchauffement climatique. Ce qui n'est pas normal, c'est la rapidité à laquelle ça arrive. C'est normal qu'il y ait un taux d'extinction des espèces, mais qu'il y ait 1000 fois le taux supérieur, c'est problématique. Parce que pourquoi toutes ces disparitions ont un impact majeur sur les fonctions que rendent les espèces disparues. Alors encore un exemple petit, je vous parlais du sable. Quand on roulait en voiture avec les parents, il y avait toujours sur les pare-brises les insectes. Je ne sais pas si ça parle à certaines, il y avait beaucoup de... Aujourd'hui, on en voit moins. Donc sur le taux d'extinction des insectes, c'est aussi problématique par rapport aux services qu'ils rendent, bien sûr, pour la biodiversité, et puis dans la prise en compte aussi de tout ce qui est lié aussi aux pandémies, aux virus, etc. Donc on a besoin d'une biodiversité importante. Et puis, j'aurai bientôt fini. Troisième limite, c'est lié à la perturbation des cycles biochimiques. Donc tout ce qui touche à l'azote, au phosphore. Donc la modification des cycles de l'azote et du phosphore, qui est dans les sols, en fait contenu dans les sols, elle résulte de tout ce qui est agriculture, élevage intensif. Donc c'est pas qu'il ne feuille pas en faire, c'est qu'il y a une conséquence directe de l'usage de l'engrais, en fait, tout ce qui est déjection en fait, issue de l'élevage vont perturber des cycles qui sont indispensables au bon maintien de l'état des sols et des eaux. Et aujourd'hui, voilà, la limite était déjà atteinte pour l'azote en 2009. Là, aujourd'hui, elle est franchie pour le phosphore. Alors attention, dans la région ici, il y a des variations importantes. Vous avez aussi un GIEC local, donc il y a des variations aussi importantes selon les régions. Et puis, la dernière limite aussi, il y en a encore une, mais je n'en reparlerai pas, mais concerne la modification des usages du sol. Et dans tous les nouveaux processus de régulation naturelle du climat, dans tout ce qui est réflexion scientifique sur les échanges d'énergie, en fait d'eau, de CO2 dans les sols, on s'intéresse beaucoup, enfin les chercheurs s'intéressent beaucoup au rôle des forêts. Alors pourquoi je vous parle de forêt? Parce qu'on reviendra rapidement sur l'écologie aussi intérieure et peut-être les peuples premiers, etc. Sur des savoirs peut-être ancestraux aussi, mais en tout cas nous aujourd'hui, on sait que pour continuer à bénéficier des services que rend la forêt, dans des services écosystémiques notamment, dans ce rôle qu'ils font, ne pas payer des gens, la forêt le fait, et il faudrait augmenter leur superficie, notamment celle des forêts tropicales boréales. Or, c'est l'opposé qui se passe, notamment des élections, on l'a vu au Brésil, avec des personnes élues qui
font pas forcément ce qu'il faudrait non plus. Et du coup, toutes ces dégradations qu'on fait peser en fait, sur la Terre en fait, résultent en fait, aussi de nos propres modes de production. En fait. Tous les substrats énergétiques de nos vies actuelles qu'on tend à faire ou à ne pas faire, et la manière dont on peut aussi envahir des territoires, y compris les plus reculés. Donc je pose la question, malgré tout ce qu'on essaie de mettre en œuvre, malgré toutes les mesures, la consommation énergétique mondiale continue d'augmenter. Donc la question, c'est comment toutes ces données, on le sait, les rapports, on en a jusque-là, on les connaît. Concrètement, on a des exemples concrets. Donc comment prendre en compte en fait, en cours toutes ces dimensions-là dans une transition qui soit multiniveau. On voit bien que ça ne peut pas peut-être que l'innovation technologique non plus, ou pas que l'énergie. Donc en gros, le premier constat qui se pose, c'est comment est-ce qu'on revoit nous-mêmes, en fait, le premier constat, c'est revoir nos modes de production, de consommation. Question simple, est-ce qu'on a besoin de produire de tout? Vous voyez venir sur le lien aussi sur l'écologie intérieure, tout simplement. Est-ce qu'on ne peut pas relocaliser aussi nos économies avec une valorisation des métiers du low-tech, pas simplement du high-tech, les deux, high-tech, low-tech, il y a du high-tech dans le low-tech, de l'agroécologie, de l'urbanisme, il ne s'agit pas juste de planter des tomates ou des légumes de saison, du textile, dont on sait que ça pollue énormément sur l'utilisation de l'eau, puisque je vous parlais de cette limite aussi de l'eau importante, la permaculture, bien sûr. Est-ce qu'on n'arriverait pas à faire une relocalisation d'activités qui soient déjà imbriquées dans les limites planétaires? Eh bien oui, c'est ce qu'on espère faire. En tout cas, j'espère que dans cette journée, ça vous montre l'importance aussi de pouvoir y réfléchir parce que c'est une transition plurielle dont on a besoin, dans l'énergie, dans le transport, dans l'économie, dans l'agriculture, afin de rentrer dans cette théorie qui a bien été matérialisée des donuts. Vous savez, cette théorie aussi des donuts, Kate Raworth notamment, qui dit qu'en fait, on peut prendre, pour rendre concrètes ces limites planétaires, d'accord, de scientifiques, au monde économique, il faut penser à un modèle économique à partir des donuts, à partir des limites planétaires. Et donc tout ce qui rentre dedans, c'est bon. Donc comment on repense en fait un business model à partir des limites? Donc il ne s'agit pas d'annuler l'économie, c'est ridicule. C'est comment l'économie faisant partie du problème peut faire partie de la solution. Et comment on trouve une stratégie win-win où il s'agit de créer des emplois, de développer des technologies, de trouver des nouvelles filières, des nouveaux marchés qui permettent de résoudre le problème dès maintenant, de le prendre en compte dans ce basculement. Voilà, donc grosso modo, c'est simple, ne pas extraire plus que ce que la Terre peut supporter. C'est ça, part du diagnostic, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce quota de base. Donc vous me direz, oui, mais ça existe déjà. On a peut-être Nantes en transition aussi, il y a plein de mouvements de villes qui se sont déjà mis en transition. Oui, c'est vrai. Le mot partenariat a été prononcé ce matin. Le problème, c'est que le mouvement Rob Hopkins, toutes ces villes en transition, ont besoin de soutien politique. Et inversement. C'est-à-dire que l'action politique a besoin des acteurs, des actrices du terrain pour avancer, et inversement, des deux côtés. Et puis, pour les rencontrer beaucoup, alors je prends ma casquette aussi de présidente de Fondation Zoën, les acteurs du terrain ont besoin de soutien, mais pas qu'un soutien monétaire, ils ont aussi besoin d'accompagnement, de formation. Ils ont besoin d'être accueillis par des entreprises, de collaboration entre ONG, monde économique, monde associatif en même temps. Et du coup, l'idée, c'est de participer, pas simplement à une aventure individuelle, mais à un projet collectif, citoyen, économique pour rendre les territoires résilients. Et ça signifie quoi concrètement? Être un territoire résilient, ça veut dire qu'en cas de crise, en cas d'effondrement, tu as beaucoup entendu parler de collapsologie, j'en parlerai pas là, ça peut être déprimant, etc. Il faudrait travailler plutôt avec la joie, avec l'émotion, la constructivité. Mais en tout cas de pandémie forte, on le voit, on parle aussi de l'Ukraine et de l'importance du gaz ou de certaines ressources naturelles, c'est comment est-ce qu'on peut déjà avoir des réseaux organisés, des réseaux de personnes qui vont assurer la production, notamment des biens nécessaires à la vie, manger, se loger, se vêtir, s'habiller. C'est élémentaire quelque part. Et ça, se nourrir, se déplacer, se vêtir, se loger, ça ne peut se faire qu'avec des entreprises vertueuses, en fait, des entreprises qui vont respecter leurs employés, bien sûr, mais aussi les employés, les matériaux utilisés, les savoirs transmis. Donc, sans des entreprises responsables, engagées sur le territoire, en partenariat multiple, on ne pourra pas assurer une
une sécurité alimentaire, d'autonomie, en tout cas une autonomie véritable telle qu'on la souhaite la voir mettre en œuvre. Donc, je vais le dire positivement, avec le concours des entreprises telles qu'une journée comme cela peut le permettre, ça permet de réfléchir à un territoire résilient, pas simplement résilient sur la santé, mais résilient sur sa manière de faire, de produire, de transmettre à partir des données du GIEC local. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui nous attend? Comment on se projette dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce qu'on reconstruit et on développe des emplois, sachant ce qui va nous arriver? Où est-ce qu'il faut mettre l'accent? Sur la production, sur l'alimentation, sur la santé? Comment est-ce qu'on avance ensemble? Voilà, alors je vais arrêter là sur ce premier point, et maintenant un deuxième sur la transition multiniveau. Et je vous donne, si vous m'autorisez, tout de suite un exemple très concret pour vous montrer que c'est vraiment dans cette optique qu'avec le revenu de transition écologique, qui est un dispositif particulier, nous, je dis nous parce que c'est une équipe, essayons d'expérimenter avec des acteurs locaux une résilience sur les territoires. Alors, contrairement à son nom, c'est un très mauvais nom, le mot revenu, parce que le revenu de transition écologique, ce n'est pas qu'un revenu monétaire. Les gens, pour transiter, alors prenons le cas d'un agriculteur qui voudrait partir dans le bio, par exemple, ou prenons le cas d'une start-up ou de jeunes architectes, on en a aussi pas mal entendu parler, qui faudrait se lancer dans la construction high-tech, bien sûr, mais aussi au niveau de matériaux biosourcés, par exemple. Ils ne veulent pas simplement avoir un revenu monétaire. Bien sûr, c'est important d'avoir une sécurité matérielle, évidemment. Mais ils veulent aussi une formation adaptée. Passer en bio ou décider d'avoir une formation sur c'est quoi le textile durable demande du temps, un accompagnement. Donc c'est où est-ce que je vais trouver la formation nécessaire? Ce n'est pas forcément sûr que dans les agences d'emploi, elle y soit. Donc comment est-ce où on a accès à la formation? Et troisièmement, la mise en réseau. S'il y a 50 entreprises qui ouvrent en cosmétique naturelle, il risque d'y avoir peut-être beaucoup sur le territoire. Donc comment est-ce qu'on peut savoir une étude de marché, de quoi on a besoin? Donc comment est-ce que les acteurs, les actrices peuvent se mettre en réseau ensemble pour avoir des économies d'échelle, tout simplement? Comment est-ce qu'on peut construire un modèle économique ensemble? Et du coup, ce revenu de transition écologique, c'est vraiment un outil pour permettre à des territoires qui le souhaitent d'accélérer la transition. Avec le mot peut paraître un peu un oxymore, mais non, il faut accélérer aussi la transition, si on parle de l'eau, de slow, de réduire quelque part aussi. Et plus encore, en fait, la création d'emplois a un impact social et positif. C'est-à-dire, en gros, en restant dans ces ODD, en prenant en compte les ODD, en les combinant, les limites planétaires, qu'est-ce que chacun souhaiterait faire dans son métier, dans sa branche, dans son service? Et comment il peut créer de la richesse? Bien sûr, il y a le PIB, mais il y a aussi d'autres richesses. Création de valeur immatérielle. Comment on peut économiser des coûts aussi, en termes de chômage, en termes de formation, et comment on peut économiser des coûts aussi en termes de désastres écologiques, d'externalités négatives. Ça se mesure. Donc les indicateurs existent pour les ODD, ils peuvent aussi éduquer et exister et être transmis, je fais un lapsus, éduquer, pour un impact sur les territoires, pour mesurer la prise en compte, la mesure des entreprises. Et les entreprises travaillant de pair avec, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, bien sûr, les élus, bien sûr, le pouvoir politique, mais aussi les ONG, les autres entreprises locales, dans un système vertueux et vertueux, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez, l'éthique, en fait, fondatrice du revenu de transition écologique, on pourrait dire que c'est de protéger la Terre. Oui, mais ce n'est pas juste Gaïa, comme ça, parce qu'on veut protéger la Terre en soi. C'est dans une éthique aussi qui est écocentrée, bien sûr, mais pour le vivant. Parce que si on ne veut pas d'épisodes à canicule répétés, si on ne veut pas de stress hydrique, c'est qu'on sait que chez la plante, le stress hydrique va créer une crispation et qu'elle va mourir plus vite que prévu. On sait aussi que les insectes, les ravageurs, adorent la canicule et adorent s'attaquer aussi aux récoltes quand il fait très chaud. On n'a pas très envie de ça. Donc cet engagement-là, il est fait aussi pas par amour juste des arbres et des petites fleurs et des papillons, c'est pour la survie aussi de l'humanité, dans une optique un peu rationnelle. Donc on veut assurer la sécurité alimentaire qui est menacée par ces épisodes caniculaires, les catastrophes naturelles, tout ce qui est méga-feux, cyclones, etc., les terres infertiles. Dans le nord de la France, on le voit aussi. Donc la question se pose, des terres fertiles, est-ce qu'il faut les donner pour des complexes chinois pour créer des
des jeux et des nouveaux lunaparks, ou est-ce qu'il faut les garder pour en faire des systèmes d'alimentation? Vous voyez, c'est ce genre de questions. C'est pas droite-gauche, c'est juste, on pense pour nous, utilité, égoïstement, quelle serait notre stratégie gagnant-gagnant pour assurer aussi cette sécurité alimentaire. Donc c'est un enjeu humain avant tout. C'est notre survie dont il est question, j'insiste. Or, et c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que tous ces métiers existent. Moi, je les ai rencontrés énormément dans tous les métiers, que ce soit dans le biosourcé, dans l'éducation, la sécurité alimentaire, le textile, l'énergie, l'agriculture décarbonée. Tous, ils existent, ils sont déjà là. Mais ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien, donc pas simplement, je disais, monétaire, mais avec une formation, une mise en réseau. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec le revenu de transition écologique, qui n'est donc pas juste une idée, d'accord, mais une première a déjà été mise en œuvre, une première coopérative de transition écologique a été mise en œuvre il y a 2 ans déjà à Grande-Synthe dans le nord de la France. Et cette coopérative de transition écologique, elle vise dans son modèle à faire, et elle fait, travailler ensemble des entreprises engagées sur un territoire à partir d'un diagnostic local, avec des chercheurs, l'importance de la recherche-action, l'université est aussi impliquée, pour définir des indicateurs et créer des cercles vertueux. Exemple simple, cantine scolaire. Personne n'a envie de voir ses enfants manger n'importe quoi. Enfin, peut-être, ça dépend le week-end ou les vacances qui arrivent, on peut tolérer certaines choses. Généralement, à l'école, on s'attend à ce qu'il y ait un cercle vertueux. Donc, si on réfléchit sur un territoire, c'est comment il y a une production de bio, par une mobilité acheminée, des repas dans des cantines scolaires, des épiceries locales, des plateaux commandés aussi par les mairies, par les collectivités. C'est simple, c'est du bon sens. Donc, c'est comment est-ce que ces croisements peuvent se faire? Alors, nord de la France sur Grande-Synthe, ça a pu être fait. Donc, toute une chaîne en fait, de transformation de produits, puisqu'on parlait de cet objectif 12, de production de consommation responsable. La coopérative de transition écologique s'est faite à l'initiative d'un maire sur une commune qui était très engagée, qui voyait le revenu de transition écologique comme une brique sociale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était Damien Carême à l'époque, qui est devenu eurodéputé, et qui disait le RTE, c'est une brique par rapport à tout l'engagement qu'on fait sur le social. Dans une commune où le chômage est à près de 40% chez les jeunes, un revenu médian inférieur on est à 10 000 euros par an, annuel, donc assez important aussi, en précarité, en pauvreté. Et le secret, c'est de dire on ne va pas opposer le social à l'écologie. On ne part pas sur les gilets jaunes. On maintient ensemble le social et l'écologie pour créer des emplois. Sortir les familles de la précarité, c'est bien, mais on ne veut pas non plus les y laisser. On voudrait que les générations qui arrivent aient un emploi. Et tant que faire se peut, que cet emploi soit directement inscrit dans les limites planétaires et contribue, non pas à détruire, mais à maintenir la planète. C'est vraiment du bon sens. Donc, on allie le social et l'écologie. Et deuxièmement, on part du principe que ce qui manque, ce n'est pas le travail, ce sont des emplois rémunérés. Les bénévoles, il y en a plein. Mais ils n'ont pas un rond. Ils font des burn-out, ils sont fatigués, ils n'ont plus le sens aussi quelquefois de leur action, s'ils se sentent pas reconnus, pas de reconnaissance. Donc tout existe, tout est là. Quelquefois, c'est le point de départ pour accélérer, mettre un petit peu d'énergie pour faire ce lien-là. C'est souvent d'avoir cette vision un peu d'aigle au-dessus et de dire en micro, ça existe, mais est-ce qu'on n'arrive pas à donner un petit coup d'accélérateur et d'énergie qui puisse louer le tout pour avoir, dans une vision systémique, quelque chose qui marche, qui rende vraiment le territoire résilient. Alors, il y a d'autres territoires, je ne vais pas y revenir, vous trouvez ça sur le site de la Fondation Zoé, en regardant dans le revenu de transition écologique. On trouve d'autres territoires qui sont engagés. Il y en a 4. Il me reste quoi, 10 minutes à peu près? Vous me dites, hein. Il faut que j'arrête, je me surveille, mais voilà. Avec quelques questions quand même? Oui, voilà, avec des questions, tout à fait. Donc il y a d'autres territoires qui sont engagés, notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, et partant toujours des limites planétaires pour créer leur coopérative de transition écologique. Quelles sont les entreprises qui s'engagent? Comment est-ce qu'on fait un fonds commun, tout simplement, pour redistribuer en fait ces fonds? Mais pas juste, c'est pas de l'aide sociale, c'est comment les personnes aidées, donc les entrepreneurs salariés, qui ont aussi un statut particulier, peuvent participer à la coopérative. Et comment les entreprises locales s'ouvrent de nouveaux marchés
aussi, peuvent bénéficier de ces nouveaux réseaux pour accéder aussi aux richesses locales et elles-mêmes être dans la survie, voire transformer quelquefois ou créer leur propre but, mission d'entreprise. Voilà, donc dernier point, on voit que c'est bien de transition économique, politique dont il est question, mais peut-être aussi d'abord intérieure. Donc si on trouve beaucoup de travaux qui ont été développés sur la critique de la croissance, je pense à Dominique Méda, Patrick Vivray, etc. On trouve beaucoup de choses sur la critique du consumérisme, quelque part. Mais quoi sur le lien entre transition intérieure et le lien à l'écologie? Ce n'est pas toujours évident. Et je reste persuadée, encore plus parce que c'est difficile de le mettre en œuvre sur les territoires. On a le facteur humain, vous connaissez le PFH, le gros mot, facteur humain, c'est dès qu'il y a des hommes, des humains, des femmes, dès qu'il y a de la coopération, il y a forcément des conflits. Et ça, c'est normal. Donc ça pose aussi la question de la gouvernance, y compris dans les entreprises. Est-ce qu'on reste dans le fondateur, la personne source qui fonde, et c'est lui qui va prendre toutes les décisions? Est-ce qu'on fait évoluer le modèle vers celui qui fait, qui les a, ou est-ce que, qui prend les décisions et qui décide de tout? Ou est-ce qu'on fait évoluer le modèle vers encore autre chose, vers une forme d'autonomie, de pôle? Donc ça pose aussi des questions de recherche sur quelle gouvernance, comme ça l'est pour les ODD, comme ça l'est dans cette mise en œuvre. Qui va décider? Celui qui donne, celui qui reçoit? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi à une gouvernance inédite? Et ça, cette question-là, elle est extrêmement d'écologie intérieure. Elle est extrêmement... Et je suis persuadée que sans ce déclic, qui est le point commun à toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des dirigeants, des actrices de terrain, sans cette idée qu'on a envie d'un sens dans son travail, et plus encore avec le Covid, qui a au moins servi à ça, est-ce que j'ai toujours envie de faire ce boulot après 1 an et demi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour moi? Est-ce que je veux développer une autre activité? Donc sans une réflexion personnelle sur le sens du travail, sur le sens de sa vie, de ce qu'on veut faire, je pense que c'est compliqué. Donc faire une transition, c'est aussi se poser la question, comme le font les territoires zéro chômeur de longue durée aussi, avec qui on travaille. Mais ils le font pour des précaires sur un territoire donné. Quelles sont vos compétences? Comment vous les travaillez? Mais on peut se l'appliquer à tout le monde, en fait. Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'y participe? Et du coup, ça peut aider à glisser vers un état plus de transition intérieure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut nous-mêmes renaître, en fait, s'éveiller à notre propre lien à la nature. On parle du sable, des insectes, de l'arbre. Voilà, comment est-ce qu'on peut s'éveiller à sa propre intériorité? Alors, je dis intériorité, pas spiritualité, parce que le mot peut être mal perçu. Spiritualité, c'est souvent associé à religion, alors que ça n'a rien à voir. Spiritualité peut être laïque, elle peut être dans une double dimension verticale, juste par rapport à ses valeurs et par rapport aux liens qu'on va tisser avec les autres. Donc, c'est comment moi, je me positionne, sans juger personne. C'est justement pas une religion. Personne qui va me dire ce que je ressens ou pas, ce que j'ai envie de manger ou pas. Si j'ai envie de manger de la viande, je mange la viande sans qu'on me le dise. Et comment ça se traduit dans mon organisation, dans mon lien aux autres, dans mon lien à la nature. C'est ça ce qu'on appelle transition intérieure, en fait, ou spiritualité, en tout cas telle que je l'emploie. Et notre antériorité, dans ce sens-là, c'est aussi bien le jardin de Voltaire. Cultiver son jardin, c'est quoi? C'est son intériorité. Ou que la rose du Petit Prince, qui choisit sa rose, telle rose, et qui va développer une relation à cette rose-ci et pas une autre. Qu'un recueillement qu'on peut aussi avoir dans quelque chose qui est de se dire peut-être qu'il y a autre chose que soi, en fait, la perception d'une autre dimension que soi. Qu'on peut retrouver dans l'amour de ses enfants, rien que pour eux, de faire quelque chose. Souvent, les parents qui s'engagent, c'est parce que leurs enfants leur disent, moi la première, et on fait quoi? C'est pas qu'on est forcément touché, mais quelque chose qui peut appeler, en fait, à définir tout simplement sa propre intime intériorité de pensée, en fait. Comment on pense à soi, ce lien vivant. Là, on parle de phosphore, d'eau, mais comment nous, on le vit, en fait, dans cette reliance à cette dimension-là? Qu'est-ce que ça nous évoque? L'océan, sentiment océanique, par exemple, qui est plus de poissons, on le sait. Qu'est-ce que ça nous évoque aussi dans cette relation à la pêche, de lien de l'humain à la nature? Et donc, ça veut dire que cette reliance en soi, quelque part aussi, elle est à soi, mais interconnectée aux autres. Et quand on dit les autres, ce n'est pas que les autres êtres humains, c'est aussi les mondes minéraux, les mondes végétaux, les forêts, qui sont d'une importance cruciale pour notre propre identité.
territoire sur Nantes, ce n'est pas la même chose que sur Paris, qu'en Occitanie, qu'à Marseille ou qu'en Suisse ou en Valais, même s'il y a beaucoup plus de liens entre le Valais et Chamonix. Voilà, entre le fait qu'on soit en plaine, comment on se situe dans le rapport à la montagne, comment on se situe sur les savoirs qui sont dits en fait. Et là où ça devient aussi intéressant, c'est que justement ces mondes minéraux, végétaux, sont d'une importance capitale pour les peuples premiers, pour les peuples autochtones, qui les voient le plus détruits alors qu'ils impactent le moins. Et pourquoi c'est important? C'est pas juste, c'est pas bien, on les détruit. C'est non, qu'est-ce qu'on peut aussi apprendre d'eux en fait? Scientifiquement, on le voit sur les nuages de pluie, ce que les scientifiques commencent à découvrir sur le fait que certains nuages se forment à travers, on les appelle les arbres de pluie. On voit maintenant que par des interactions, des arbres de pluie se créent. Ça fait des millénaires que des chamans le savent, ou des peuples premiers, par leur propre culture autochtone. Ils savent que ce sont des arbres de pluie. Les scientifiques les découvrent aujourd'hui, le rôle de certains nuages avec des arbres associés. Donc comment est-ce qu'on peut apprendre en fait les uns des autres? Et comment certains espaces dits sacrés par ces peuples premiers, comme des fleuves, des sites, peuvent être aussi protégés juridiquement. C'est le cas, on a le Rhône, maintenant, on a comme le Gange, voilà, comment des espaces dits sacrés peuvent aussi avoir peut-être une défense. On le voit beaucoup en France, il y a beaucoup de juristes aussi qui s'intéressent sur doter des espaces de personnalité juridique pour montrer qu'il y a aussi autre chose que la seule valeur matérielle, qu'il y a peut-être une valeur intrinsèque pour soi, une valeur en elle-même autre, même si ça n'empêche pas de toucher en fait à la nature, d'avoir une valeur économique qui soit tirée. Mais ne pas simplement voir la nature comme un stock infini, puisqu'il n'est pas infini, on le voit avec les limites planétaires, de ressources dans lesquelles on pourrait puiser. C'est aussi autre chose. C'est peut-être aussi un écho, une résonance. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne tous comme les peuples premiers, pas du tout. C'est pas ça. Mais peut-être être un peu humble, puisqu'on parlait de limites, et accepter aussi les limites de notre territoire. Le fait que cette terre, elle ne peut pas nous porter indéfiniment. Le fait qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans notre relation, dans notre manière de l'apercevoir. Et donc, puisqu'on ne cesse de revendiquer la transition, c'est aussi reconnaître d'autres formes de savoir, d'autres formes de connaissance, de temporalité. Et donc peut-être, si on accepte de ne pas brûler tous les savoirs et toutes les connaissances, c'est peut-être aussi ça la transition, peut-être. Être capable de mettre en œuvre une autre forme de transition et de comprendre, dans l'incroyable richesse qu'on a à disposition, de comprendre aussi la force de la richesse intérieure et d'être capable peut-être aussi de se reconnecter à soi pour devenir soi-même, sans donner de leçons de morale, en fait, le changement, comme disait Gandhi, qu'on souhaite voir dans le monde. Voilà, je m'arrête là et je reste à votre disposition pour... je méfie du temps, en fait. Si on veut avoir 10 minutes de questions, je m'arrête là. Sophie, comme promis, je ne remonte pas sur scène. Donc, quelques questions qui nous sont arrivées. Donc, on va prendre la première. Vous qui exercez en Suisse, où en est le gouvernement et où en sont les citoyens par rapport aux Français? Alors, je vais vous demander des réponses assez courtes, hein, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous poser 2 ou 3 questions. Okay. Voilà, donc la question s'affiche en plus. Voilà. Vous qui exercez en Suisse, oui, où en est le gouvernement et où en sont les citoyens par rapport aux Français? Alors, en Suisse, l'avantage, je dirais, c'est que on ne vote pas que tous les 5 ans. Enfin, j'exagère un peu, mais disons que c'est... pour moi qui suis française et suisse après, j'arrive plus à suivre. C'est beaucoup. Donc, il y a un système de démocratie et de participation qui est très fort. Et il y a un système d'initiative. Donc, par rapport aux Français sur ces questions-là, énormément de grèves, de manifestations et beaucoup plus de liberté d'action. Je vous parlais d'une commune tout à l'heure. Là, beaucoup plus de communes peuvent s'engager très vite, puisque c'est un système fédéral. Ils ne sont pas obligés d'attendre un gouvernement de là-haut. Et puis, il y a plus de richesse aussi, donc plus de capacité à mobiliser quelquefois aussi les entreprises. Le partenariat ONG, monde privé-public, se fait plus naturellement. Donc, voilà, ils en sont, je dirais, plus rapides sur les partenariats, les consensus, la gestion des conflits. Mais il y a quand même Nestlé, Novartis, enfin, il y a quand même aussi beaucoup de big entreprises pharmaceutiques, beaucoup d'économie circulaire, beaucoup de choses mises en œuvre, mais pas trop de réflexion, en tout cas pas de mesures sur ce qui est fait en dehors du territoire. C'est pour ça que je mets aussi une limite. Voilà, donc en avant sur certains côtés, mais en même temps,
peut-être en retard sur le niveau fédéral et actions concernées, parce que les cantons romans sont plus en avance que les cantons de Suisse alémanique, qui sont très business et beaucoup moins qu'une prise en conscience justement des Valaisans ou d'autres, ou des Romans qui peut-être voient déjà plus le réchauffement climatique. Donc voilà. Merci. On va prendre une deuxième question qui est arrivée sur Evals. Où sont les emplois de la transition? De partout, là où on veut bien les nommer. Dans la gouvernance, on voit beaucoup de coaching aussi en durabilité. Je parlais de gouvernance tout à l'heure, mais il y a quelques années, c'était surtout des stages ou des personnes qui ont été s'engager, qui allaient être seules, planquées dans un bureau au fond où tout le monde s'en fout. Enfin, je caricature, mais à peine. Maintenant, on voit aussi de plus en plus des coachs en durabilité. D'entreprise. On le voit aussi. Alors en Suisse, justement, il y avait pas mal d'émissions, c'était assez rigolo, ça, sur comment les familles pouvaient réduire leur empreinte écologique ou comment une organisation pouvait mettre en scène. Donc, autant dans la gouvernance que dans, je vous dis, les métiers tout liés à l'architecture. Alors, dans la quinzaine de revenus de transition écologique qui sont mis en œuvre, on trouve des métiers aussi dans l'art-thérapie. Justement, pour aider une nouvelle manière de se soigner aussi en lien avec l'art, dans le métier de la culture, dans la mobilité, beaucoup, le vélo, mais alors ils ne sont pas trois à faire la réparation de vélos, on trouve des gens qui réparent les vélos, d'autres qui vont faire des sites internet, d'autres qui vont démarcher auprès des entreprises. On le trouve dans l'architecture, on le trouve dans l'urbanisme, on le trouve... c'est impressionnant. Les ingénieurs, on en trouve de partout. Je dirais, tous les emplois sont concernés à condition de rester dans les limites planétaires. Merci. Alors, attention, une question un petit peu plus tendue. Cela fait des années, voire dizaines d'années d'alerte. Quel sera le vrai déclencheur disruptif qui obligera l'humanité à agir vraiment, maintenant et vite? Je suis d'accord, mais malheureusement, les catastrophes naturelles s'enchaînant, il se peut qu'il y en ait une plus forte que d'autres qui oblige à prendre des mesures radicales. Et là, il y a un parallèle immédiat qui se fait avec le Covid. On a vu, si on avait pensé il y a 2 ans qu'on serait tous masqués ou qu'on ne pourrait pas sortir le soir sans autorisation, on ne l'aurait jamais cru, même quelques mois avant. On n'a pas envie de ça du tout, moi la première, mais on voit que quand il y a une volonté, ça peut être mis en œuvre. Malheureusement, c'est arrivé à cause d'un contexte catastrophique. Donc, je crains que si dans les 3 ans à venir, c'est même moins de 5 ans, il n'y ait pas à commencer sur les territoires des engagements forts et de démontrer que ça fonctionne, parce que c'est ça qu'on va faire, c'est montrer que ça fonctionne, je crains qu'on finisse avec des mesures un peu plus drastiques dont on n'a pas du tout envie de les voir s'appliquer tout de suite. Il faut donc attendre la catastrophe. Non, il faut se bouger. Il faut continuer d'avancer, de promouvoir une participation. Alors, on me souffle dans l'oreillette qu'il ne faut pas qu'on tarde trop pour la suite. On va quand même en prendre une dernière. Il y en avait d'autres. Surtout, continuez à poser vos questions sur la plénière d'après, ceux qui seront là sur l'inclusion. Donc, la question suivante. Est-ce que les femmes ont une place particulière dans la transition? Et ça sera la dernière question. J'espère bien. Ça soit un objectif, oui, forcément, mais les hommes aussi, d'ailleurs, et dans peut-être une vision différente de la participation homme-femme. Je pense qu'elles ont une place d'autant plus importante que dans tout ce qui est aussi dimension intérieure. Peut-être qu'elles gagneraient aussi à pouvoir exprimer certains savoirs qui ont peut-être été enfouis et qui mériteraient de revenir avec les hommes, et non pas à la place, avec. Merci Sophie, je pense qu'on peut l'applaudir. Et merci d'être venue, merci pour tout ça. Merci.